Bonjour à tous. On va commencer ce webinaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Dorothée Comtois-Cabana. Je suis la coordonnatrice du réseau Calaxia. Dans le fond, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Troubles de santé mentale chez les mères ayant accouché prématurément au Québec. C'est un webinaire qui vous est offert par l'Axe Santé mentale des populations du réseau de recherche en santé des populations du Québec et par le réseau Calaxia. Dans le fond, je vous présente rapidement l'Axe santé mentale des populations qui a été créé en 2014 dans le but de favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services pour cette clientèle. Il regroupe présentement plus de 150 membres étudiants, chercheurs et associés provenant de plusieurs milieux, qui travaillent sur des thématiques diversifiées. Et ils offrent aussi des opportunités de financement comme des initiatives structurantes et différents concours pour les chercheurs et les étudiants, mais aussi du rayonnement des projets et de recherche de ses membres. Je vais continuer avec le réseau Calaxia. Le réseau Calaxia, c'est un réseau mettant en valeur les connaissances en lien avec la santé mentale des populations auprès de publics diversifiés, comme les gestionnaires, les professionnels œuvrant en santé et services sociaux, et aussi dans le milieu communautaire. Cette mise en valeur se fait notamment par des webinaires, des dossiers thématiques, des publications brèves et des ressources en ligne. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site web. Et de plus, on a eu une infolettre qui est parue aujourd'hui, qui est sur la thématique de parentalité et de santé mentale, qui peut être vous intéresser contenant du sujet du webinaire d'aujourd'hui. Alors, avant de débuter, juste des petites indications. Alors, je vous informe que la séance sera enregistrée et qu'elle sera par la suite disponible sur le site web du réseau de Calaxia ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Axe santé mentale des populations. Tout au long de la présentation, on vous invite à écrire vos questions dans le module questions-réponses qui est situé au bas de votre écran. Puis, on va avoir une période de questions à la fin du webinaire. Certaines informations complémentaires seront mises à votre disposition dans la section clavardage. Pour toute autre question, notamment tout ce qui est technique, je vous invite à les écrire dans le module Converser où est-ce que Armelle Imbois, la coordonnatrice de la santé mentale des populations, se fera plaisir de vous répondre. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencier pour aujourd'hui, qui est, dans le fond, Gabrielle Côté-Corriveau, qui est pédiatre au CHU Sainte-Justine et qui s'intéresse à l'optimisation de la santé et du développement des enfants exposés à des facteurs de risque périnataux. Il a complété une maîtrise en épidémiologie à l'Université McGill avec les docteurs Gilles Paradis et Nathalie Auger. Puis, il a effectué un fellowship de recherche au Brigham and Women's Hospital avec Dr. Terry Inder. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole et bon webinaire. Bonjour à tous, je vais partager mon écran. Je vais juste nous remettre ça au début. Et voilà, est-ce que ça fonctionne bien pour vous? Je vais prendre ça pour un oui. OK, parfait. Donc, merci de la belle introduction, puis merci de me donner l'occasion de vous parler de ce thème-là qui m'est cher. Puis dans le fond, je suis content de parler aujourd'hui à votre groupe et aux différents auditeurs parce que le lac santé mentale du RRSPQ a contribué à me soutenir dans ma formation et dans mon début de parcours professionnel dès le début. Donc, je suis content de pouvoir contribuer moi aussi à mon tour. Alors, aujourd'hui, dans le fond, le thème va être centré autour d'une étude qu'on a faite dans le cadre de ma maîtrise, donc justement sous la supervision de Dr. Paradis et Dr. Roger, qui a été publiée il y a quelques mois déjà dans BMC Medicine, puis qui s'intéressait au risque de troubles de santé mentale chez la mère après un accouchement prématuré. C'est un projet qui avait été d'ailleurs supporté par le RRSPQ dès le début. Donc, ce qu'on va faire, c'est un plan plutôt standard, donc une mise en contexte qui nous amène à l'objectif de l'étude. Je vais vous parler des méthodes avec un angle justement de comment on peut utiliser des données populationnelles pour étudier ce genre d'enjeux-là. On va voir les différents résultats, discuter de certaines pistes d'interprétation puis des limites de ce type d'étude-là. Puis ensuite, je vais être content de conclure puis de prendre vos questions et vos commentaires. Alors, en guise de mise en contexte, eh bien, la santé mentale des parents, c'est un sujet qui est de plus en plus présent, entre autres dans les médias. Ici, j'ai mis là, pour faire un clin d'œil une capsule récente à Tout le monde en parle où ça avait été un sujet quand même d'actualité qui avait été discuté
par différents invités. Puis en fait, on se rend compte que c'est de plus en plus fréquent. En fait, c'est probablement mieux documenté que ce l'était avant, avec plus de la moitié des mères qui ont des symptômes là, qu'on appelle le baby blues ou un peu de postpartum, mais sans que ça atteigne le stade de dépression clinique. Puis quand même 10 à 15 selon les sources qu'on consulte, qui ont des symptômes qui atteignent une signification clinique, là, donc un trouble dépressif ou anxieux documenté médicalement. Par contre, il y a une minorité seulement de ces cas-là qui bénéficient d'un support clinique. Puis on estime qu'il y a à peu près une hospitalisation pour 2 à 3 cas suivis en externe, qui est très peu des cas. Donc, pour revenir au contexte plus de la prématurité, c'est une complication obstétricale qui est fréquente. Environ 7 à 8 des naissances au Canada ont lieu prématurément. Puis, on sait que ça a plusieurs enjeux pour les enfants et leurs familles, mais l'impact sur la santé mentale parentale et maternelle, par exemple, est encore mal défini. Il y a des raisons de croire que ça vaut la peine de creuser ça un petit peu plus, notamment à cause des différentes complications en période néonatale puis à l'enfance, autant en termes de santé que de neurodéveloppement chez l'enfant, ce qui peut être difficile à gérer pour les familles puis exacerber des difficultés de santé mentale. Puis en retour, ben, les problèmes de santé mentale des parents et des mères, dans ce cas-ci, ont le potentiel de nuire au développement cognitif et social et affectif de l'enfant, alors que l'enfant qui est né prématuré est déjà fragilisé par rapport à ces enjeux-là. Aussi, la grande majorité des naissances prématurées ont lieu à des degrés qui sont plus modérés ou légers ou tardifs. Et ça peut quand même avoir des impacts tant pour l'enfant que pour la famille. Puis c'est une population qui est souvent très peu étudiée puis qui a reçu moins d'attention autant en recherche qu'en clinique. Un autre élément qui est relevé dans la littérature, c'est que les défis reliés à une naissance prématurée sont pas seulement dans la période néonatale, mais peuvent évoluer et persister, puis même avoir un effet cumulatif dans le temps, ce qui peut avoir un impact sur la santé mentale des mères à long terme, pas juste dans la période postpartum immédiate. Puis on a certaines études quand même au fil des années qui se sont accumulées puis qui suggèrent qu'il pourrait y avoir des liens entre naissance prématurée, autant modérée à tardive, sur la santé mentale maternelle à court terme, mais aussi à long terme. Il y a quand même des zones d'ombre qui persistent. Par exemple, on a très peu de données qui s'intéressent à la prématurité au-delà de la très grande et grande prématurité. On a peu d'études qui s'intéressent à autre chose qu'aux symptômes de stress, d'anxiété ou de dépression sur les autres enjeux de santé mentale. Puis on a peu d'études qui ont réussi à avoir des suivis à long terme. Dans ce contexte-là, l'objectif de cette étude-ci, c'était d'utiliser les bases de données populationnelles pour arriver à examiner la relation entre différents degrés de naissance-prématurité et le risque d'hospitalisation maternelle pour un grand éventail de troubles de santé mentale jusqu'à 32 ans de suivi après la naissance. Pour faire ça, on a commencé par élaborer un cadre conceptuel de la question de recherche, ce qui nous a permis d'identifier les facteurs de confusion pour lesquels on était capable d'ajuster, donc des données qui étaient disponibles dans nos bases de données, et d'autres qui n'étaient pas disponibles, mais qu'il fallait au moins considérer dans l'interprétation de nos résultats. Donc, on a construit une étude de cohorte longitudinale fondée sur la base de données médicaux. Donc maintenant, c'est l'exploitation des données pour l'étude de la clientèle hospitalière qui contient l'ensemble des résumés d'hospitalisation, tant des nouveau-nés, des accouchements que des mères, avant, pendant et après l'accouchement. Puis chaque résumé a jusqu'à 41 codes diagnostiques et 35 codes de procédure. Je vais vous montrer des exemples plus tard qui sont standardisés, qui permettent de créer les variables d'intérêt pour l'étude. On avait donc pour cette étude-ci une population de presque 1,4 million de femmes qui ont accouché dans les hôpitaux du Québec entre 1989 et 2021. Puis on sait que c'est plus de 98 des accouchements qui ont lieu dans les hôpitaux au Québec. Donc, sur cette période-là, ce qui permet de capturer la grande majorité des naissances. On a inclus les accouchements qui ont eu lieu à 22 semaines ou plus d'âge gestationnel, ce qui était estimé comme la limite de la viabilité pour l'étude. Et on a dû exclure, par contre, les femmes qui n'avaient pas de numéro d'assurance maladie puisqu'on n'était pas capable de les suivre dans le temps pour les tissus d'intérêt. Et on a aussi, dans cette étude-ci, focusé sur les femmes qui n'avaient pas d'antécédents connus de santé mentale. Donc, on voulait vraiment s'assurer qu'on avait les premiers épisodes d'hospitalisation pour santé mentale et non des récurrences. Notre exposition principale, c'était un accouchement prématuré. Donc, on a regardé dans l'ensemble prématurité, oui ou non, en ayant un seuil à 37 semaines, qui est assez standard. On a aussi examiné les catégories principales de prématurité, donc moins de 28 semaines, 28-31, puis 32-36 semaines.
La force de ce genre d'études-là, c'est qu'on a une grande taille d'échantillon, ce qui nous a permis de faire une étude un petit peu plus raffinée puis d'explorer l'impact de la prématurité en variable continue, donc sans devoir faire des catégories, ce qui nous a permis d'éviter d'être biaisé par des seuils de catégories potentiellement arbitraires. Les issues principales pour cette étude-ci, c'est une hospitalisation chez la mère pour l'ensemble des troubles de santé mentale après la naissance prématurée ou à terme, jusqu'à 32 ans, donc après la grossesse, là, avec le suivi qu'on avait. Puis ça a été codé avec les codes standards ICD-9 et ICD-10 qui sont alignés avec les différents troubles psychiatriques du DSM-5. Je vais vous montrer un exemple dans la diapo d'après. Suivant notre cadre conceptuel basé sur la littérature, on a ajusté pour des facteurs de confusion potentiels qui incluaient les facteurs maternels comme l'âge, des différentes comorbidités, une consommation de substances, des complications obstétricales, diabète gestationnel, une morbidité maternelle sévère, césarienne, grossesse multiple, anomalie congénitale. Puis aussi des facteurs environnementaux comme la précarité socio-économique basée sur un indice géographique, la ruralité, la période temporelle aussi. Ici, c'est un exemple de la classification des différentes issues à l'étude. Donc, vous avez pour chaque trouble psychiatrique les différents codes disponibles, donc l'ICD-9 ou l'ICD-10 selon l'année calendrier là, dans laquelle l'hospitalisation a lieu. Comme il y a une version plus récente qui est sortie sur la durée de l'étude. Donc, c'est avec ça qu'on arrive à passer des données hospitalières aux variables d'études. Les différentes analyses qu'on a faites pour répondre à la question, c'est d'abord des incidences, des incidences cumulatives pour avoir une idée en chiffres absolus de ce qui nous intéressait. Puis l'analyse principale était basée sur un modèle de Cox Proportional Hazard Ratio. Ça, c'est un modèle qui permet d'avoir un rapport de risque pour l'issue d'intérêt par rapport aux femmes exposées à la prématurité versus aux femmes qui ont accouché à terme, selon le temps entre l'exposition puis la survenue de l'issue d'intérêt. L'échelle temporelle était donc entre le premier accouchement et une issue d'intérêt comme une hospitalisation pour trouble de santé mentale ou le décès ou la fin de l'étude. Étudier la prématurité, c'est assez complexe. Il y a différentes subtilités. Je vous ai parlé déjà de la classification en catégories. Une autre subtilité, c'est que les femmes peuvent avoir plus qu'une grossesse. Dans cette étude-ci, ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire un time varying exposure, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire varier le statut d'exposition des mères. Donc, une mère qui a été exposée à la prématurité à sa première grossesse, par exemple, ben, elle va le rester tout le long de sa vie parce qu'on ne peut pas annuler cette grossesse-là. Par contre, une mère qui aurait eu une première grossesse à terme, suivie d'une deuxième grossesse préterme, elle, son statut va pouvoir varier dans une analyse comme ça. Donc, elle va passer du groupe non exposé au groupe exposé au moment de sa deuxième grossesse, dans cet exemple-ci. Donc, ça, c'est une petite subtilité qu'on a été capable de faire. On a fait donc des analyses secondaires en considérant la prématurité en variable continue avec une technique qui s'appelle les Restricted Cubic Splines. Puis on a aussi essayé de voir comment les rapports de risque, les hazard ratios, évoluaient dans le temps entre l'accouchement puis la durée de suivi. On a fait des analyses de sensibilité qui considéraient le premier accouchement uniquement. Ça permettait de comparer avec d'autres études qui sont faites comme celle-là, donc un peu plus simple, mais un peu moins parfait comme étude. On pourra s'en parler plus tard. Puis on a aussi regardé les catégories comme telles, le plus standard d'âge gestationnel pour les mêmes raisons. Si on regarde nos résultats, ici, on ne passera pas à travers tout ça, mais ça vous montre les caractéristiques principales des femmes qui ont été incluses dans cette étude-ci, selon leur statut d'exposition à la prématurité ou non à la première grossesse. Donc, on voit qu'on avait près de 100 000 femmes qui ont eu une première grossesse prématurée, puis 1,3 million de femmes qui ont eu une première grossesse à terme. Puis ça permet de confirmer que les principales complications maternelles et obstétricales associées classiquement à la prématurité se retrouvent dans notre cohorte. Donc, on a une cohorte qui est assez représentative là, d'une étude à l'autre. Donc, ça permet de généraliser les résultats pour d'autres populations, par exemple. Je vous laisse quelques secondes pour regarder tout ça. Ensuite, ici, on a les incidences d'hospitalisation pour troubles de santé mentale chez les mères après un accouchement qui soit à terme et prématuré. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'on a une incidence de 3 pour 1000 personnes années pour les naissances à terme. Puis, on voit que c'est plus élevé, hein, donc de 3,8 à presque 4 hospitalisations pour 1000 personnes années parmi les groupes de femmes qui ont été exposées à la prématurité. Puis on voit qu'en termes d'incidence cumulative, au bout de 32 ans de suivi, on passe de 100 à 120 personnes, femmes sur 32 ans qui ont eu une hospitalisation. Donc, quand même une différence significative.
Ici, c'est visuellement une démonstration là, de l'accumulation des cas au fil des années de suivi entre 0 et 32 ans. Puis ce qu'on voit, c'est que pour la majorité des troubles, il y a un écart qui se creuse, hein. Vous avez dans la ligne noire l'incidence cumulative pour les femmes qui ont accouché de manière prématurée, puis en ligne pointillée pour les accouchements à terme. On voit que l'écart se creuse pour l'ensemble des troubles de santé mentale, peut-être un peu moins par contre pour les troubles bipolaires. Ici, on a un modèle d'analyse principal avec justement les hazard ratios dont je vous parlais. Donc, vous avez dans les deux dernières colonnes cette analyse-là. Donc, d'abord le modèle non ajusté, puis ensuite le modèle ajusté, selon nos facteurs de confusion dont je vous ai parlé tout à l'heure avec notre cadre conceptuel. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'on a essentiellement entre 1,3, 1,4 fois le risque d'être hospitalisé pour un trouble de santé mentale maternelle après une naissance prématurée par rapport à après une naissance à terme. On voit que la relation est assez forte pour l'ensemble des troubles, un peu moins pour les troubles bipolaires, ce qui va avec nos courbes d'incidence précédentes. Ici, je vais vous expliquer un petit peu cette analyse-ci. Donc, d'abord, on voit sur l'axe des X l'âge gestationnel en continu, donc en semaine au moment de la naissance. Et ça, c'est justement notre Restricted Cubic Spline, où on a regardé l'exposition en variable continue plutôt qu'en catégorie. On a mis le point de comparaison à 40 semaines, qui est l'âge standard du terme. Et on a donc pour chaque point en X le hazard ratio qui est associé à cet âge gestationnel-là par rapport au point à terme à 40 semaines. Puis ce qu'on voit, c'est que pour l'ensemble des degrés de prématurité, le risque est plus élevé que par rapport à 40 semaines. Donc, ce n'est pas nécessairement les plus grands degrés de prématurité qui sont les plus forts. On voit même que, par exemple, si on regarde les courbes de dépression, de stress, d'anxiété, de troubles de personnalité, de gestes auto-agressifs, tentatives de suicide, on voit que c'est peut-être même plus dans les degrés modérés de prématurité vers les 32, 34 semaines que le risque est le plus fort. L'exception étant, encore une fois, les troubles bipolaires où la relation est un petit peu moins prononcée, puis les troubles psychotiques où on a l'impression que c'est plus élevé quand la naissance a lieu à des degrés plus extrêmes de prématurité, puis que ça diminue graduellement avec l'âge gestationnel qui augmente. Ici, maintenant, on change de modèle. Donc, on retourne à un modèle où on compare toute naissance prématurée par rapport à une naissance à terme, donc vraiment les deux grandes catégories classiques. Mais cette fois, on examine comment le rapport de risque évolue en termes de nombre d'années après l'accouchement. Donc, vous avez en axe des X le nombre d'années après l'accouchement, donc de 0 à 32. Puis, ce qu'on voit, c'est que le risque semble le plus élevé dans les premières 2, 3 années. Là, vous voyez ici visuellement une pente qui descend rapidement entre 0 et 5. Donc, dans les quelques premières années de vie pour l'enfant, le risque est le plus élevé. Par contre, il reste significativement plus élevé que pour les femmes à terme tout au long du suivi, donc jusqu'à une trentaine d'années après l'accouchement. Donc, le risque demeure significatif à long terme. Puis, on retrouve nos mêmes deux exceptions qui sont les troubles bipolaires où la relation est moins forte et les troubles psychotiques, eux, semblent plus rester élevés de manière standard au fil du suivi, puis on ne voit pas la descente initiale. Ici, ce qu'on voit, c'est une analyse où on a examiné l'impact de la naissance prématurée à la première grossesse seulement, donc sans faire nos modèles où l'exposition pouvait varier dans le temps, pour pouvoir comparer avec des études un petit peu plus classiques peut-être d'autres devis. Puis ce qu'on voit, ça confirme un peu notre hypothèse que cette façon de faire-là est moins précise pour documenter l'exposition, donc il y a plus d'erreurs dans notre mesure de l'exposition. Puis ça rapproche nos hazard ratios, donc nos rapports de risque, ça les rapproche de la valeur nulle. Donc c'est une erreur non différentielle, ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on avait mis comme hypothèse. Puis donc on peut supposer que certaines études qui font ce type de devis-là peut-être sous-estiment le rapport de risque. Mais essentiellement, c'est dans le même sens puis les mêmes conclusions. Ici, c'est les catégories classiques. Puis, ça va un petit peu en comparaison avec nos modèles où on voyait les courbes, où l'âge gestationnel est en continu. Puis, ce qu'on voit, c'est que pour tous les degrés de prématurité et non seulement les plus sévères, le risque est plus élevé qu'une naissance à terme. Par contre, on perd un petit peu les nuances qu'on avait dans les courbes. Donc, tout a l'air plus ou moins proche de 1,2, 1,24, 1,23. Ça, c'est aussi plus proche de la valeur nulle parce que c'est basé sur la seule première grossesse et non les subséquentes aussi. Et donc, on voit que l'utilisation des catégories comme ça peut masquer certaines tendances plus subtiles.
Si on reprend nos grandes trouvailles, donc dans notre cohorte québécoise de 1,4 million de femmes qui ont été suivies jusqu'à près de 32 ans après la grossesse, l'accouchement prématuré est associé à un risque plus élevé d'hospitalisation maternelle pour l'ensemble des troubles de santé mentale et pas juste les troubles anxio-dépressifs. On voit que les femmes qui avaient accouché prématurément avaient un risque accru de troubles mentaux, et ce, que la prématurité ait lieu à des degrés extrêmes sévères, mais même modérés à tardifs aussi. Puis on voit que le risque était élevé non seulement dans les 2 premières années, mais restait significativement élevé jusqu'à plusieurs dizaines d'années après. On a comparé nos trouvailles avec des études antérieures qui ont examiné différents aspects de ce que nous, on a fait. Puis, essentiellement, on confirme ce qui est dans la littérature, puis on essaie de raffiner un petit peu les connaissances. Donc, essentiellement, ce qui était rapporté, c'était surtout un lien entre la prématurité sévère et les troubles anxio-dépressifs, avec des rapports de risque qui varient entre 1,5 à 3 fois le risque de dépression postpartum, par exemple. On voyait aussi des prévalences élevées de symptômes de stress post-traumatique dans différentes cohortes suivant l'accouchement. Par rapport aux accouchements qui ont eu lieu à des degrés de prématurité plus légers, il y avait moins de données qui existaient déjà dans le passé, d'où la motivation à faire cette étude-là. On voyait quand même qu'il y avait peut-être des symptômes accrus de dépression et de stress dans les premiers 6 mois à 12 mois postpartum. Euh, Puis dans certaines cohortes, avec des échantillons plus petites, on se demandait même s'il n'y avait pas des symptômes plus élevés dans ces populations-là que par rapport même aux naissances prématurées plus sévères. Nous, ce qu'on a documenté essentiellement, c'est que le risque était élevé dans tous les degrés de prématurité, puis peut-être même maximal par des degrés plus modérés. Euh, on voit aussi que les associations étaient très fortes dans les troubles de stress, d'anxiété et psychotique pour les âges les plus extrêmes de prématurité. On peut donc se demander si les mécanismes qui relient ces deux éléments-là peuvent différer selon les degrés de prématurité puis selon les troubles psychiatriques étudiés. Par exemple, on sait que la prématurité qui a lieu à des degrés moindres est quand même associée à de la morbidité et à des difficultés de santé et de développement, mais à des degrés moindres aussi chez l'enfant, puis peut-être des difficultés plus subtiles. Par contre, c'est des familles qui ont le plus souvent moins de ressources, autant en santé que psychosociales, pour leur suivi de l'enfant, puis leur suivi à eux-mêmes. Donc, peut-être que les voies sont différentes. Si on compare nos trouvailles avec les études qui ont eu la chance de faire des suivis à long terme, on voit que dans plusieurs cohortes, on a documenté des risques de difficultés de santé mentale ou de différents troubles psychosociaux chez les parents à moyen et long terme. Il y avait des cohortes qui avaient jusqu'à 7 ou près de 15 ans de suivi après l'accouchement qui allaient dans ce sens-là. Par contre, il y a d'autres cohortes plus petites, par contre, qui avaient des suivis encore plus longs, jusqu'à 25 ans, puis où on avait l'impression que peut-être que l'effet d'une naissance prématurée sur la santé mentale parentale s'atténuait avec le temps, puis venait même à disparaître lorsque l'enfant atteignait l'âge de l'adolescence ou le début de l'âge adulte. On peut se demander si c'est vrai que cet effet-là diminue ou est-ce qu'il y a aussi un contexte de puissance statistique aussi qui peut être en jeu. Dans notre cohorte à nous, on voyait que l'effet, oui, diminuait, mais demeurait à tout le moins statistiquement significatif jusqu'à près de 30 ans, 32 ans plus tard. Maintenant, si on compare nos trouvailles aux études qui ont examiné les troubles mentaux qui n'étaient pas que de la dépression et de l'anxiété ou du stress, on se rend compte qu'il y avait très, très peu de données disponibles. Il y a certaines études qui se sont penchées au risque de psychose. Donc, la psychose postpartum est une entité bien documentée dans la population générale. C'était pertinent de se demander si c'était plus prévalent après une naissance prématurée. Puis, ce qu'on voit, c'est que oui, il y avait un risque plus élevé de psychose qui était rapporté à très court terme, par contre, après une naissance prématurée dans ces deux cohortes-là. Puis, pour d'autres troubles, donc par exemple, tentative de suicide, qui pourraient se comparer à nous aux gestes auto-agressifs, principalement tentative de suicide, eux n'avaient pas trouvé d'association, tandis que nous, on en trouve. Donc, on voit que nous, on avait jusqu'à 1,5 fois le risque d'hospitalisation pour l'ensemble des troubles de santé mentale. Puis, probablement, quand on compare les différentes études, il y a beaucoup de différences méthodologiques sur la façon de documenter les troubles, sur le degré de sévérité, sur le degré de suivi, les tailles d'échantillons, des enjeux très méthodologiques qui peuvent expliquer les différences de cas. On peut aussi se demander si le timing de la survenue des troubles versus par rapport à l'accouchement peut jouer. Donc, par exemple, on avait l'impression que les troubles anxieux, de stress et de personnalité, donc nécessitant une hospitalisation, surviennent peut-être plus précocement que d'autres après l'accouchement. Puis, une des pistes d'hypothèse que l'équipe ont émis avec la revue de littérature, c'est peut-être que les conséquences immédiates
par exemple, les morbidités néonatales, le séjour à l'unité de soins intensifs, peuvent avoir un impact différent que les conséquences à plus long terme. Par exemple, l'accumulation de diverses maladies ou hospitalisations de l'enfant, les différents rendez-vous, la lourdeur du suivi, les troubles de comportement ou académiques au fil du temps. Donc, ça peut avoir un impact différent sur la détresse parentale. Puis, il y a une étude que je vous mettrai la référence à la fin, qui avait documenté justement que les sources de stress parentaux liées à de la détresse fluctuaient alors que l'enfant grandissait selon les différentes complications dont je vous ai parlé. Il y a différentes pistes d'explication reliant prématurité et troubles de santé mentale parentale. Une étant la morbidité néonatale de l'enfant, la lourdeur, les impacts psychosociaux. Une autre piste d'explication, c'est que les complications maternelles elles-mêmes qui mènent à une naissance prématurée peuvent aussi affecter le risque de santé mentale maternelle. Par exemple, l'obésité, le diabète gestationnel, la prééclampsie, une morbidité obstétricale sévère. Il y a des pistes pathophysiologiques qui ont été explorées dans différentes études plus fondamentales ou théoriques. Donc, les voies immuno-inflammatoires communes ont été documentées, par exemple, affectant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Je vous épargne les détails, mais il y a une plausibilité mécanistique derrière tout ça. Puis, donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment regarder l'effet de la prématurité elle-même. Donc, l'hypothèse des facteurs obstétricaux maternels était, dans notre cas, à nous, un facteur de confusion potentielle pour lequel on a tenté d'ajuster le mieux possible. Et dans nos modèles, où on a pu constater quand même plusieurs de ces complications-là, les associations restaient significatives là, malgré ces ajustements-là, ce qui nous laisse suggérer que probablement que ça n'explique pas l'entièreté de l'association à tout le moins. Justement, il y a des limites à toute étude et qui doivent être considérées dans l'interprétation de nos résultats. Premièrement, nous, on s'est intéressé aux troubles mentaux qui ont nécessité une hospitalisation. La base de données qui était disponible pour cette étude-ci est très riche, mais se limite aux hospitalisations. Donc, on n'a pas pu étudier les difficultés de santé mentale qui n'ont pas nécessité ce type de suivi-là. Donc, on a potentiellement la pointe de l'iceberg, si vous voulez. On a aussi exclu les femmes qui avaient été hospitalisées pour troubles de santé mentale en voulant focuser sur la première survenue d'une hospitalisation. Par contre, il y a très probablement des femmes qui avaient d'emblée des fragilités ou carrément des troubles de santé mentale avant la naissance de l'enfant, mais qui n'avaient pas été hospitalisées, par exemple. Et donc, ces femmes-là n'ont pas pu être exclues. On n'a pas non plus d'informations sur le type de l'accouchement, donc la planification, le degré d'urgence qui en soi peut avoir un impact sur la relation qu'on a documentée. Puis comme dans toute base de données, mais encore plus on doit les considérer dans ce type d'étude-ci, il y a des possibilités d'erreurs non différentielles dans la codification des différentes variables de l'étude qui pourraient atténuer la force de nos rapports de risque documentés. Les facteurs de confusion résiduelle, comme je vous ai parlé, certaines variables qu'on n'a pas pu documenter, par exemple le support social au niveau de la famille. Euh, Puis dans ce cas-ci, on a considéré les troubles de santé puis de développement de l'enfant comme faisant partie du mécanisme reliant prématurité et santé mentale parentale. Il y a une possibilité que ce soit un effet modifiant aussi, donc ce serait intéressant dans d'autres études de regarder ça. Si je résume, la prématurité dans notre cohorte québécoise semble associée à un risque accru de situation pour santé mentale pour l'ensemble des troubles et non seulement les troubles anxio-dépressifs, et ce pour l'ensemble des degrés de prématurité, pas seulement pour les degrés les plus extrêmes et sévères. L'association était la plus forte dans les 2 premières années de vie, mais persistait au fil des 30 années subséquentes. Puis les mécanismes potentiels demeurent à approfondir. Donc, c'est quelle réflexion de la prématurité qui peut être en cause? Qu'est-ce qui peut être un levier sur lequel agir? Notre recherche nous motive à souligner encore l'importance d'élaborer des stratégies de prévention, tant en recherche qu'en clinique, de dépistage puis de support en santé mentale parentale pour l'ensemble des femmes et des familles qui ont accouché prématurément et pas seulement à court terme, mais à long terme. On remercie les sources de financement de cette étude-ci, donc les IRSC, les fonds de recherche en santé du Québec, puis le réseau de recherche en santé des populations du Québec, comme je disais en introduction. Je voulais quand même nourrir certaines pistes d'explication. Je veux voir si l'heure, oui, on est correct pour l'heure. Donc, tu sais, ça peut nourrir vos questions, vos commentaires qu'on considérera pour les prochains travaux. Donc, on se demande quels facteurs maternels, obstétricaux et infantiles eux-mêmes peuvent influencer cette relation-là. C'est une des questions de recherche qu'on va essayer de pousser un petit peu plus. Ensuite, boucler la boucle, on a déjà commencé à le faire, mais examiner l'impact de la santé mentale de l'autre parent. Donc, pas seulement la mère, mais l'ensemble des parents.
Puis, regardez, c'est quoi les impacts potentiels de ces difficultés de santé mentale-là des mères en période postpartum pour l'enfant qui est né prématuré, autant sur sa santé physique, sa santé mentale, que sur son neurodéveloppement puis la réussite académique. Au niveau clinique, on a déjà commencé à sensibiliser différents groupes de suivi néonataux puis pédiatriques sur les besoins en sensibilisation, en formation des différents professionnels qui sont en contact avec ces familles-là, pas seulement l'unité néonatale, mais aussi en suivi pédiatrique. Puis on essaie de raffiner quelles pourraient être les meilleures voies de dépistage et de prise en charge initiale structurée. Il y a différents outils qui existent. Je vous en montre quelques-uns qui sont recommandés ici. Il n'y a pas encore de consensus par rapport aux différents groupes sur quelle est la meilleure stratégie. Par contre, on sait déjà qu'il y a des ressources limitées en suivi néonatal, en suivi pédiatrique, puis aussi en santé mentale quand des défis sont identifiés. Puis, ce qui vient complexifier notre travail en recherche puis en clinique, c'est qu'il n'y a pas un consensus, comme je vous disais, des différents organismes. Ceci, c'est un sondage il y a quelque temps de l'ensemble des groupes de suivi néonataux du Canada qui documente que même dans une population déjà à risque, déjà identifiée, c'est pas partout qu'on fait un dépistage de santé mentale des, euh, des parents. Ici, c'est pour vous montrer que déjà la Société canadienne de pédiatrie, il y a 20 ans, soulevait cet enjeu-là. Donc, ça date pas d'hier. C'est un enjeu qui est significatif et puis qui est soutenu au Québec. Donc, il y a encore du travail à faire, mais depuis longtemps, on essaie d'améliorer ça. Je vous réfère ici à une page de l'INSPQ qui donne différentes ressources qui est super intéressante puis assez bien vulgarisée, je trouve, et à jour. Ici, c'est pour contraster des recommandations différentes entre les États-Unis puis le Québec. Donc, l'American Academy of Pediatrics, qui est l'entité principale qui gouverne les recommandations pédiatriques aux États-Unis, recommande, quant à elle, un dépistage, une prise en charge standardisée dans le suivi pédiatrique des troubles de santé mentale, ce qui est aussi soutenu par les groupes d'obstétrique puis le WHO. Par contre, plus localement, au Canada, ça n'a pas été recommandé sur le fait que les données n'étaient pas assez probantes, que le bénéfice n'était pas assez présent, puis que probablement qu'une méthode non standardisée serait peut-être plus adaptée à ce stade-ci. C'est encore une question qui est en travail par ailleurs. Puis je vous réfère à cette ressource-ci qui est très pratique, puis qui fait une belle synthèse là, locale et en français de cet enjeu-là au Québec. Si je vous ai mis l'ensemble des ressources et des références là, associées au projet. Merci, puis je vais être disponible pour vos questions et vos commentaires. Oui, alors merci énormément pour cette super belle présentation. C'est un vraiment beau projet, là. Je vois que vraiment vous répondez vraiment à un besoin avec ce que vous avez produit comme recherche. Alors, pour tout le monde qui est avec nous aujourd'hui, on vous invite, bon, en fond, on va vous donner deux options. Habituellement, on vous demande d'écrire vos questions dans le module de questions et réponses qui se situe au bas de votre écran. Mais vu qu'on est un petit peu un plus petit groupe aujourd'hui, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser votre question de vive voix, puis Armel va pouvoir vous donner la parole à ce niveau-là. Fait que si jamais, n'hésitez pas à poser vos questions. Si je peux commencer un peu cette période de questions avec une de mes questions, c'est vraiment un super beau projet de recherche. J'ai déjà quelqu'un. Je vais donner la priorité aux personnes qui sont venues assister aujourd'hui. Alors, on a Maud La Liberté qui dit Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. J'avais entendu de façon anecdotique par des obstétriciens. Mon Dieu, je me suis désolée, obstétriciens, qu'il y avait eu une diminution du nombre de naissances prématurées slash hospitalisées au NICU pendant la COVID. Est-ce que c'est des choses qui ont été observées dans vos données? Non, ben en fait, nous, dans cette étude-ci, on le fait donc vraiment au si vous voyez la fin du suivi, c'est le tout début de la pandémie, hein. Puis on n'a pas fait une étude il faudrait faire comme un time series pour analysis pour regarder ça. Donc, vraiment voir la survenue de l'issue selon les années calendrier, ce qu'on n'a pas fait dans cette étude-ci. Par contre, dans une autre cohorte américaine, cette fois, avec laquelle je travaillais, là, on regardait un petit peu là, la prématurité par rapport à la COVID. Puis, dans cette étude-là, mais c'est américain, c'était pas québécois, on n'a pas documenté de diminution de la prématurité. Donc, d'après moi, je ne parle pas à titre d'expert, c'est plus un avis. Puis, selon ce que j'ai lu, j'ai pas vu, moi, de données probantes là-dessus. Donc, c'est peut-être plus anecdotique, justement. C'est très difficile de regarder la recherche par rapport à la pandémie parce qu'il y a eu beaucoup de publications de fait. Puis parfois des données très rapides avec différentes époques de calendrier, différentes phases de la pandémie. Puis, donc, plein de données contradictoires pour ce genre de questions-là. Donc, j'ai l'espoir que dans les prochaines années, on va avoir une meilleure synthèse. Super, merci.
En attendant une autre question, dans le fond, moi, ma question personnelle à moi, je veux savoir, comme on dirait qu'une des exceptions dans les troubles qui ont eu mon Dieu, je me trompe, dans l'hospitalisation, on avait le trouble bipolaire là, qui semblait toujours là, être un peu différent des autres. Est-ce que selon vos lectures, ou est-ce que, un, vous vous attendiez à ça, ou deux, comment vous expliquez un peu cette différence-là? Mhm. Ben, il y a très, très peu de données sur l'impact d'une naissance compliquée, que ce soit la prématurité ou autres complications sur les hospitalisations pour troubles bipolaires. Tu sais, c'est aussi pour ça qu'on voulait aller au-delà de la dépression, des troubles anxio-dépressifs, où il y a plus de données. Troubles bipolaires, il n'y a presque rien. Puis, une des hypothèses, moi, je ne suis pas psychiatre, donc ce n'est pas mon champ d'expertise, je suis pédiatre, mais quand je lisais sur ces différentes physiopathologies-là, il y a quand même une plus grande part potentiellement de contexte génétique ou propre à l'individu, qui est peut-être un facteur de risque prédisposant plus fort que les différents déclencheurs environnementaux. Donc, ça, c'est peut-être les causes sous-jacentes du trouble mental en particulier sont différentes d'une maladie à l'autre. Puis peut-être que c'est plus parlant, par exemple, pour le trouble bipolaire que l'ensemble des autres troubles. Ce serait une des pistes d'explication. J'ai donné la parole à Madame Karine Trudeau, qui pourra poser aussi sa question de vive voix. Je vais continuer avec le sujet du trouble bipolaire. Donc, si j'ai bien compris, dans vos analyses, vous avez exclu d'emblée les personnes qui avaient déjà un trouble diagnostiqué. Donc, ça exclurait les personnes qui avaient un trouble bipolaire, qui auraient eu un épisode de manie, d'hypomanie ou dépressif. Puis, vous regardiez vraiment juste l'effet de la prématurité sur l'apparition du trouble bipolaire en tant que tel. C'est ça. C'est sûr que nous, l'idée, c'est celle-là. Par contre, tu sais, on se rappelle que nos données proviennent toutes de dossiers d'hospitalisation. Donc, c'est là où il y a une certaine limite à considérer, c'est-à-dire que si un diagnostic était posé, mais jamais documenté dans aucune hospitalisation avant la grossesse ou pendant le suivi obstétrical, parce qu'on a quand même les dossiers obstétricaux de résumé dans nos bases de données, ou à l'accouchement. Donc, tu sais, par exemple, quelqu'un qui aurait été seulement diagnostiqué en externe, puis ça n'a jamais été noté dans aucune hospice, jamais dans son suivi obstétrical, mais ça, cette personne-là, on n'aurait pas pu l'exclure. Donc, on n'a pas accès à leur dossier en externe, par exemple. Puis, à part le suivi de grossesse. Donc, c'est sûr que c'est pas parfait comme méthode, mais c'est le plus qu'on pouvait faire pour avoir la cohorte la plus homogène possible. Oui. Mais on pourrait supposer que une femme qui avait déjà un diagnostic de trouble bipolaire, qui avait déjà eu une hospitalisation, serait potentiellement plus à risque d'avoir un autre épisode, soit Ouais, d'hypomanie, de manie ou de dépression suite à une naissance d'un enfant prématuré. oui. Puis d'ailleurs, il y a certaines études qui ont eu une approche un peu différente de la nôtre, pas pour les troubles bipolaires, mais pour les troubles dépressifs, ou je pense dans une étude des troubles psychotiques aussi, c'est ça qu'ils avaient fait. Au lieu d'exclure ces femmes-là, ils les ont regardées séparément. Donc, il y avait une cohorte de femmes qui n'avaient jamais eu de trouble identifié, puis une cohorte de femmes qui avaient déjà eu un trouble identifié, puis ils regardaient l'impact sur la santé mentale après l'accouchement. Puis certaines études allaient dans le sens de votre commentaire que le risque est encore plus présent potentiellement quand il y a déjà un, un événement précédant la naissance prématurée. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Puis là, j'avais une autre question complètement différente dans votre base de données. Est-ce que vous auriez la possibilité, par exemple, d'ajuster pour la covariante de parents ayant séjourné dans un endroit comme le manoir Ronald McDonald ou Chute Sainte-Justine à l'hôpital Général Juif ou à l'hôpital Montréal pour enfants? Non, Est-ce que ce serait une donnée que vous auriez? on ne l'a pas, non. Non. Ah, Non, malheureusement, non. Donc ça, c'est une des limites que, tu sais, le degré de support du parent, oui. qui va un petit peu avec le thème que vous abordez, ça, on ne l'a pas. Donc, dans mon cadre conceptuel à moi, quand on a bâti l'étude, pour moi, ça serait une variable qui pourrait avoir un effet modifiant sur la question de recherche. C'est-à-dire qu'on pourrait supposer qu'un meilleur support peut peut-être atténuer l'effet. Puis, à l'inverse, un manque de support par rapport aux besoins pourrait venir fragiliser davantage ces familles-là. Tu sais. Donc, ça, on est encore au stade d'hypothèse. Dans d'autres types d'études où on collecte nos données prospectivement sur des plus petits échantillons avec des questionnaires, par exemple, c'est le genre de choses qu'on pourra examiner.
Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant comme étude. Ça fait plaisir, merci. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais enchaîner avec une autre. Comme on voit là, dans tes études, là, vous avez dit, vous avez eu la possibilité de faire ça avec des variables continues là, et pas seulement juste en catégorie. Fait que ça vous a permis d'avoir beaucoup de nuances. Puis là, à ce moment-là, vous avez observé vraiment qu'il y avait parfois, je pense que pour des personnes un peu comme moi, qui est vraiment pas dans ce domaine-là, logiquement, on penserait que plus le degré dans le fond, est élevé, là, dans le fond, mon Dieu, j'ai oublié de prématuré, du bébé, dans le fond, du bébé prématuré, plus les effets sont importants sur la santé mentale, mais on voyait que parfois, c'était Mhm, plus modéré. Comment vous avez réagi quand vous avez vu un peu cette nuance-là? Puis, est-ce que ça faisait du sens ouais. avec ce que vous avez vu ou non? Puis, qu'est-ce que seraient vos hypothèses un peu sur Mhm. cette situation-là? Ben, ça, c'est une trouvaille qui était un peu surprenante à la base parce que, en général, dans la littérature, ce qui est documenté, c'est que, ben, tu sais, notre fondement mécanistique de la question de recherche, c'est que les complications de l'enfant, puis la sévérité du passage dans l'unité néonatale expliquent la relation entre les deux. Tu sais. Donc, ce qui est rapporté dans la littérature, c'est que plus la naissance a lieu prématurément, donc avec les degrés les plus sévères de prématurité, plus il y a de risques que l'unité néonatale, ce soit difficile, qu'il y ait des complications infantiles néonatales, puis qu'il y ait des maladies chez l'enfant par la suite, des atteintes neurodéveloppementales. En général, pour la grande majorité des conditions de santé puis de neurodéveloppement, c'est cette relation-là qu'on voit. Donc, plus l'enfant se rapproche de l'âge du terme, plus les risques de complications sont faibles. Ça reste élevé plus qu'un enfant à terme, mais ça diminue de manière générale. Donc, avec cette hypothèse-là, nous, on s'attendait à avoir à peu près la même chose dans notre question de recherche à nous. Par contre, c'est pas ça qu'on voit pour tous les troubles. Puis, c'est là où on réfléchissait aux hypothèses potentielles. Puis, une des pistes, c'est que les enfants qui sont nés à des degrés plus élevés de prématurité ont plus de suivi, ont plus de support, ont plus de ressources, tandis que les autres ont souvent moins de suivi, moins de support, pas de ressources. Puis par contre, ils ont quand même des enjeux qui peuvent survenir un petit peu plus tard, par exemple. Donc peut-être qu'ils vont rester moins longtemps à l'hôpital, ça c'est sûr, mais par contre, ils ont quand même plus de problèmes infectieux, plus d'asthme, plus de troubles de développement, des difficultés à l'école. Donc il peut y avoir toutes sortes d'enjeux qui peuvent être lourds pour les familles, qui sont peut-être plus subtils, mais à l'échelle d'une population, ça peut jouer un rôle quand même. Donc c'est une des pistes d'hypothèses qu'on a émises. Super. Puis aussi, continuant sur des résultats qui sont surprenants, quand même, vous avez un suivi qui est juste de 32 ans. Euh, puis le fait vraiment qu'on voit, même si pour la plupart, il y a quand même dans les 5 premières années, c'est là où c'est le plus important, puis ça se stabilise un peu plus pour la plupart. Étiez-vous quand même surpris de voir que ça aussi long, dans le fond, des effets qui sont quand même assez significatifs, qui perdurent dans le temps, aussi longtemps après la naissance? Comment vous réagissez à ces données-là, qui sont quand même, je pense, Mhm. je vous donne dans les premiers à faire un suivi assez d'aussi Ouais. long? Je pense que je suis pas surpris, c'est-à-dire que c'est quand même, à part pour le trouble psychotique, c'est quand même le plus élevé dans les premières années, puis ça diminue, tu sais, ce qui fait du sens. Euh, Par contre, c'est ce qui fait qu'on n'était pas surpris de cette trouvaille-là, c'est il y a quand même quelques cohortes qui ont réussi dans le monde là, à suivre des enfants prématurés longtemps jusqu'à l'âge adulte, puis on sait que les complications persistent jusqu'à l'âge adulte. C'est des différents types de complications, par exemple. Au début, c'est beaucoup l'alimentation, la santé respiratoire, etc. Puis après, ça peut devenir d'autres problèmes de santé, mais surtout, c'est là que les problèmes académiques surviennent, les problèmes avec les amis. Après ça, la réussite à l'âge adulte plus difficile. Donc, tous ces enjeux-là qui ont été rapportés sur la qualité de vie, etc., euh, on voit qu'il y a un effet cumulatif dans le temps qui peut. Donc l'effet se laisse sentir jusqu'à plusieurs dizaines d'années chez l'enfant et le jeune adulte, finalement. Puis potentiellement qu'il y a un effet cumulatif chez la mère aussi. L'autre chose, c'est que si à la base, il y avait un risque de troubles de santé mentale précédant la grossesse, par exemple, d'autres pistes d'explication mécanistiques, ben ça aussi, ça peut être une explication qui fait que d'emblée, cette personne-là était plus à risque de toute manière, pour toute sa vie. Donc c'est un petit peu, c'est un peu parallèle à notre question de recherche à nous, mais c'est quelque chose qu'il faut considérer aussi dans l'interprétation de nos ressources.
Parfait. Alors, c'est bon. Alors, si jamais il n'y a personne d'autre qui veut poser une question, je vous donne encore l'opportunité de lever la main ou de l'écrire. Mais sinon, si c'est tout pour Et aujourd'hui, ben, ah, Karine Trudeau, vous pouvez. je vais. euh, je pense que l'autorité, elle peut poser sa question. Merci. Donc, J'ai encore quelques questions pour terminer. Après ça, c'est fini. Est-ce qu'il y a un lien entre si la femme elle-même était un bébé prématuré puis le risque que ses enfants soient prématurés? Ça dépend des conditions médicales sous-jacentes. Tu sais, il y a beaucoup de causes qui mènent à la prématurité. Selon les causes, le risque que la génération d'après ait une prématurité est différent. Donc, c'est il n'y a pas de réponse unique, je vous dirais, pour ça. Euh, J'imagine que la question étant, est-ce que ça, mettons que la mère est prématurée, est-ce que ça peut influencer son propre risque de Oui, troubles de santé mentale aussi? exactement. C'est comme la question numéro 2 qui vient avec. Ben, ça, par contre, encore là, il n'y a pas de réponse facile, mais il y a plusieurs études qui ont exploré cette question-là. Puis on note quand même des troubles, surtout anxio-dépressifs, encore, c'est toujours eux qui sont les plus étudiés, là, chez l'enfant né prématuré. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait être là. Puis encore là, ça dépend de la cause, là, mais en général, il y a quand même certaines associations qui sont documentées dans différentes cohortes. Puis pour terminer, est-ce que vous avez une idée des interventions les plus efficaces, pertinentes là, pour les parents? Est-ce qu'on parle de médication, pharmacothérapie, de TCC? Mhm, Quelles seraient les avenues à privilégier si on voudrait intervenir? mhm. Bon, encore là, je ressouligne que je ne suis pas psychiatre moi-même, donc je m'occupe des enfants et non des parents, mais euh, je pense que de ce que je lisais sur la santé mentale, dans ce cas-ci maternelle postpartum, donc je vais rester plus proche de l'accouchement. C'est plus ça que j'ai pu explorer dans mes études versus à plus long terme où ça s'éloigne plus de mon expertise. Euh, je pense que l'emphase était sur, ben, un, il faut traiter quand il faut traiter. Il ne faut pas avoir peur des médicaments si c'est nécessaire. Je pense que ça, c'est pas mal universel comme recommandation. Puis, il y a aussi une autre recommandation qui ressort, qui est le plus tôt on identifie les enjeux, le mieux c'est. Donc, d'où l'importance du dépistage puis de la référence rapide. Donc, il y a probablement, puis encore là, à l'échelle des populations, nous, ce qu'on voit dans l'étude, c'est la pointe de l'iceberg, mais on ne peut qu'imaginer la quantité de femmes qui ont des enjeux qui sont peut-être moins sévères, mais qui sont quand même significatifs, même s'ils ne nécessitent pas d'hospitalisation. D'où l'intérêt, je pense, de mettre nos ressources surtout dans les toutes premières étapes d'identification puis de prise en charge de ces femmes-là. Puis en passant par des ressources psychosociales, par exemple. Je vous remercie vraiment. C'était vraiment très intéressant. Ça fait plaisir. Parfait, alors on va clore ce webinaire. Alors merci à vous qui se sont présentés aujourd'hui puis d'avoir participé. Vous recevrez dans les prochains jours, dans le fond, un courriel avec toutes les informations concernant l'enregistrement et les diapositives. Ces mêmes informations seront disponibles sur le site web du RRSPQ et aussi sur la page YouTube de la santé mentale des populations. Sur ce, je vous souhaite un bel après-midi et une bonne reste de semaine et bonne journée.